Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Alizé Télévision en ce mardi 2 août 2016. Merci de nous recevoir chez vous. La troisième étape du Tour cycliste de Guadeloupe a vu la victoire hier à Sainte-Rose de l'Américain Jess Anthony. Une étape longue de 156 km au départ de Vieux Habitants, très disputée, avec un beau sprint à l'arrivée. C'est donc l'Américain Jess Anthony qui l'emporte devant Yolan Sylvestre, récent vainqueur du Tour cycliste de Martinique, et José Chacon Diaz de la SBM, vous venez de le voir. Le coureur mexicain Ignacio Sarabio Diaz de l'équipe de la République dominicaine remporte le sprint du peloton. Il devance Jason Rousseau du Vélo Club Grand Case qui termine, lui, à la 5e place. Aujourd'hui, la quatrième étape du Tour est longue de 148 km entre Sainte-Rose et la commune voisine de Petit-Bourg. Mais avant, les coureurs ont traversé les communes de la Côte-sous-le-Vent. Les premières difficultés de cette étape montagneuse, le sommet de Frédéric à gravir avec le redoutable sommet de Baillargeon par la suite. À Pointe-Noire, c'est dans ce contrefort que les premières attaques sont parties, venant des coureurs les plus costauds du peloton. La caravane est de retour en Côte-au-Vent, direction Petit-Bourg, mais avant l'arrivée, les coureurs devront gravir le sommet de Vernoux, arrivée prévue vers 14 h. Le classement général au départ de ce matin à Sainte-Rose était quasiment le même que la veille au départ de Vieux Habitants. Thomas Lebas de l'équipe Bridgestone conserve le maillot jaune de leader. Il devance son coéquipier Ryota Nishizono. Sébastien Fournet-Fayard est à la 3e place, suivi de Cédric Eustache de la Martinique et de Maxime Le Lavandier. Boris Carène, qui anime l'étape d'aujourd'hui, conserve sa 11e place au classement général. C'était au départ ce matin. On va s'intéresser ce midi aux préparatifs dans les communes qui accueillent les coureurs et le public. Chaque matin, aux aurores, des dizaines de petites mains sont à l'œuvre pour mettre en place les dispositifs de sécurité et les espaces d'accueil des animations proposées dans chaque ville-étape. Johan Charpentier-Titi s'est rendu ce matin dans le bourg de Petit-Bourg rencontrer ces hommes de l'ombre en plein travail. Reportage. Dernier préparatif avant l'arrivée du Tour cycliste à Petit-Bourg. Alors que les coureurs s'apprêtent à prendre le départ de la 4e étape, dans la commune, on s'affaire depuis un moment déjà pour tout mettre en place. Ligne d'arrivée, banderole, podium, village du Tour, tout pour que la fête soit belle et réussie. Moi je m'occupe de tout ce qui est logistique. Ça veut dire que les banderoles, les oriflammes, et éventuellement les houses, tout ça. Normalement, je me réveille à 5 h du matin. Normalement, ça prend au moins 3 h, 4 h pour faire tout ça. Parce que, vous voyez, on fait au moins 500 mètres de banderole à chaque étape. Il faut remonter, il faut démonter. À chaque étape, il faut proposer des belles choses à la population, aussi bien aux coureurs aux cyclistes. De belles choses pour les yeux, mais aussi pour les oreilles. Pour accueillir le Tour, il faut bien une sono digne de ce nom. Là, nous avons la table de mixage. Bon, on a un équipage de 12 gars pour faire le podium, l'arrivée. Et on prend une demi-heure pour monter ça. Bon, aujourd'hui, on prend un peu de retard parce qu'il y a beaucoup de circulation. Mais la sono, elle est déjà branchée. Il manquait rien qu'à placer les ancêtres. Là, on démêle les câbles et tout pour mettre les têtes sur les pieds. Et puis, voilà. Voilà, quand le travail est bien, surtout le son, quand on entend le son, c'est ça. Une arrivée du Tour, c'est l'occasion pour la commune haute de se parer de ses plus beaux habits. À Petit-Bourg, cela se traduit entre autres par la propreté des rues. Comment participer à un emploi jeune, donc, et à la course qui vient, donc on s'occupe de nettoyer avant. Notre commune. Voilà, avant que ça passe. Voilà. Là on est au moins 20 et là on est en groupe de 4 là. Des rues qui resteront presque inviolées jusqu'à l'arrivée de la course. Et oui, le Tour, c'est aussi ça, des blocages, déviations et bouchons qui en découlent. Sécurité oblige, il faut bien ça pour que la fête continue à être belle. Une fête qui commencera dans un peu plus d'1 heure à Petit-Bourg avec l'arrivée des premiers coureurs cyclistes.
Et parmi les espaces proposés dans chaque commune d'arrivée du Tour, un village santé. Durant toute la journée, des professionnels de santé sont présents pour échanger avec les visiteurs. Plus d'une dizaine de stands sont ainsi installés chaque jour dans chaque ville-étape en partenariat avec le CGOSH, le comité de gestion des œuvres sociales hospitalières de Guadeloupe. Reportage, Éric Pommier. Pratiquer un sport régulièrement pour préserver votre santé. Les avantages à pratiquer une activité sportive sont multiples. Les Guadeloupéens, contrairement aux apparences, sont moins nombreux à pratiquer une activité sportive régulière qu'il y a 4 ans. Est-ce à dire que les messages d'incitation des pouvoirs publics sont sans effet ? En fait, cette évolution témoigne moins d'une mauvaise volonté de la population que de difficultés concrètes de pratique. Il est mentionné par 42% de la population, évoquant un manque de motivation. L'inactivité physique a pourtant des conséquences fâcheuses, diabète, maladies cardiovasculaires et autres pathologies récurrentes. L'occasion rêvée pour le CGOSH de rappeler l'importance certes de prendre sa santé en main, mais surtout de refuser la sédentarité. Tout un village santé est ainsi bien mis en évidence depuis le début du Tour cycliste de la Guadeloupe. C'est pour bien impulser auprès de la population guadeloupéenne la nécessité de pratiquer du sport et d'en bénéficier d'un point de vue de la santé. Plusieurs professionnels de santé ont accepté, de façon bénévole, de jouer le jeu pour cette journée de sensibilisation, profitant en effet des différentes villes-étapes pour porter le même message, manger, bouger. L'initiative, déjà mise en place l'an dernier, rencontre cette année le même succès. L'idée est qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de sensibiliser la population sur la pratique du sport et les bienfaits de cette pratique du sport sur la santé, eh bien, nous en profitons. Et il faut après que ça rentre dans les mœurs, il faut après que ça devienne une habitude. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots que nous pouvons éviter. Manger 5 fruits et légumes par jour. Le slogan est également le message fort sur ce village. Pour rappel, le plan national nutrition santé établi en 2001 a été un véritable déclencheur dans la prise de conscience du rôle de l'alimentation et de l'activité physique sur la santé. L'obésité est considérée à l'heure actuelle comme un véritable fléau. 30% de la population française est en surpoids et 10% touchée par l'obésité. Au niveau régional, les statistiques dépassent la moyenne nationale avec 32% de personnes âgées de 18 à 75 ans souffrant de surpoids. Et parmi les animations proposées sur ce village santé au cœur du Tour, un concours qui demande d'avoir de bonnes jambes. Le défi est de pédaler le plus vite que possible sur 2 minutes, comme vous le voyez sur ces images, et donc de faire le plus de kilomètres sur un vélo d'entraînement. Le record à battre est de 2 km 08, record inscrit lors de l'étape de Vieux Habitants par un jeune de la commune. Sachez que ce concours est ouvert à tous et que vous aussi, vous pouvez tenter votre chance. Le vainqueur sera connu après la dernière étape, ce sera dimanche à Basse-Terre. Et sachez que parmi les journalistes de la rédaction, il y en a certains qui devraient tenter leur chance dans les étapes prochaines. La SBM, l'équipe du vainqueur 2015 de la course, ne s'est pas encore réellement montrée cette année, mais les hommes de Maurice Magloire entendent bien briller. Pour aider les Bémarossiens dans leurs tâches, c'est une équipe soudée qui les entoure. Participer à une épreuve internationale durant une dizaine de jours demande une organisation bien huilée. Johan Charpentier-Titi s'est mêlé au staff de l'USBM. Reportage. Des kilomètres et des kilomètres de bitume avalé, des obligations médiatiques à remplir et après. L'hôtel pour les équipes invitées et la débrouillardise pour les locaux. À la SBM, on a opté pour un appartement à Bémao où tous les coureurs vivent ensemble pendant le tour. Un logement lambda avec certains inconvénients qui peuvent intervenir. Ce matin, tu as dû prendre ta douche comment avec la réserve d'eau, c'est ça? Avec de l'eau minérale en plus? Avec de la CAPES. De la CAPES. Donc pour pallier à ça, on fait quelques réserves au cas où ce soir ou demain on ait la même possibilité d'avoir une coupure d'eau. Un problème pris avec le sourire, il ne s'agira là que d'une ligne supplémentaire à ajouter à l'aventure Tour de Guadeloupe. Ambiance vacances en famille, la farniente en moins. Pour le repas aussi, ça se passe à domicile et comme souvent chez nous, c'est la mère de famille qui prépare les bons petits plats. Là tu as des lentilles. Ça c'est plus pour les dirigeants, c'est un peu de gras.
Bon, on sait qu'il faut des sucres lents et tout. Après, c'est des crudités, c'est du riz, des pâtes, du poisson, de la viande blanche, pas de viande rouge. Donc voilà. Mais bon, elles sont rodées maintenant, ça fait plusieurs années qu'elles le font. Une fois le ventre bien rempli et les réserves faites pour les athlètes, place à la récupération, séance massage, histoire de détendre le corps et l'esprit, histoire aussi de vérifier que les corps sont en état d'affronter l'étape du lendemain. Il est tombé, mais j'ai rien vu descendre dans l'organisme. Je regarde l'axe de la cheville, c'est bon. Une façon de fonctionner qui semble convenir à tous, entourage et coureurs. C'est un plaisir d'être avec toute l'équipe, déjà. Que ce soit femme ou homme, on a une ambiance assez particulière, je dirais. Surtout avec les coureurs. Surtout quand la course gagne, on est là avec eux, on les soutient, on les dirige vers les minibus, parce qu'il faut partir tout de suite. Ils n'aiment pas trop rester sur place. À l'hébergement, c'est pareil, on est là avec eux, on a des petits délires, on rigole, on est des stress, comme on va dire. L'équipe est plus soudée, on parle entre nous, s'il y a un problème, on le règle, s'il y a des tactiques de course à mettre, où on doit mettre une tactique en place pour la course, c'est mieux, on rigole ensemble, tout va bien dans l'équipe. Dans cet appartement bémaossien, même les coureurs étrangers s'y sentent bien, à tel point qu'ils en deviendraient presque de véritables Guadeloupéens. Pienso que la maison bien, tous les manger, toutes las personas, c'est bien las BM, moi content, pero se pasa bien, non, pas ni problème. Derrière les efforts de tous les instants que chacun peut observer pendant les étapes, le Tour de Guadeloupe demande aussi des efforts d'organisation pour les différentes équipes. Si les moyens ne sont pas ceux des professionnels, l'esprit famille des locaux permet d'y faire face. Voilà, après cette belle page consacrée au Tour cycliste international de Guadeloupe, place maintenant à notre rendez-vous de l'actualité dans la grande région, direction Cuba, pour parler des discussions sur les compensations avec les autorités américaines. En Jamaïque, des investisseurs chinois viennent de racheter une raffinerie et nous verrons que les entreprises chinoises s'intéressent également à l'hôtellerie à Sainte-Lucie. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Les responsables cubains et américains se réunissent à Washington pour la deuxième série de pourparlers sur la compensation mutuelle. Les spécialistes cubains et les représentants des départements américains d'État, de la justice et du Trésor traiteront des options de compensation économique conformément aux demandes formulées par chacune des parties. Les États-Unis réclament une compensation pour les entreprises américaines nationalisées par le gouvernement cubain après 1959, alors que Cuba exige une compensation pour les dommages causés par l'embargo économique imposé par Washington depuis 1962 jusqu'à ce jour, dont le coût serait de l'ordre de 121 milliards de dollars. Ces discussions se tiendront à Washington et font suite à celles tenues à La Havane le 8 décembre 2015. Le premier contact bilatéral avait permis d'échanger sur les bases de rémunération. Cuba a notamment basé ses demandes au gouvernement des États-Unis en se fondant sur les dommages humains et économiques reconnus par les tribunaux locaux. Alpart, la raffinerie d'alumine de la Jamaïque, a été vendue à une entreprise chinoise, la Jiuquan Iron and Steel Company, la JISCO. Mike Henry, le ministre du Transport et des Mines, a informé d'un accord d'achat d'intérêt négocié entre JISCO et la ferme d'alumine, jusque-là exploitée par une entreprise russe. Une première phase d'investissement pour un montant total de 220 millions de dollars sera lancée d'ici novembre pour la mise à niveau de l'usine. Le ministre a précisé que pendant une année pleine, une équipe technique de JISCO mènera une étude sur les modèles de développement pour rendre la raffinerie plus performante. À l'issue de cette période, les conclusions de l'étude devraient permettre à l'entreprise de réduire ses coûts de production, mais aussi d'améliorer l'efficacité de sa production, tout en prévoyant les possibles partenariats avec l'État jamaïcain. Le gouvernement de la Jamaïque devra de son côté délivrer des permis de travail spéciaux pour 200 personnes à court terme. 700 emplois seront créés dès octobre-novembre de cette année. Le ministre Mike Henry a ajouté que la délégation jamaïcaine a rencontré d'autres entités appartenant à l'État chinois pour discuter des opportunités d'investissement possibles en Jamaïque.
les Chinois investissent fortement dans la région Caraïbe. Après la Jamaïque et le rachat d'une raffinerie, c'est à travers un méga projet hôtelier qu'un groupe chinois investit l'île de Sainte-Lucie. Dans un accord historique, le gouvernement du pays, dirigé par le Premier ministre Alain Chastanet, a signé un contrat avec un promoteur chinois dont le nom n'est pas encore connu. Le projet hôtelier sera érigé sur la partie sud de l'île et sera appelé la Perle des Caraïbes pour un montant total avoisinant les 2,6 milliards de dollars. Patrick Caram, le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, le CREFOM, vient d'adresser un courrier au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avec copie à l'Élysée et Matignon pour faire part de sa profonde indignation suite au transfert et à la fuite de Rachid Rafah, un Marocain assigné à résidence depuis 2014 en Martinique et qui serait connu pour ses liens avec la mouvance djihadiste liée à Al-Qaïda. Patrick Caram est au micro de Muriel Barlagne et Eddie Latré. Nous avons écrit à Bernard Cazeneuve parce que nous avons appris à l'occasion de l'évasion d'un présumé djihadiste qui appartient quand même à un réseau international de djihadistes, qui appartient à Al-Qaïda islamique au Maghreb, qui est un des réseaux les plus violents qui soit. Eh bien, nous avons appris qu'il y a 2 ans de ça, il a été mis en résidence surveillée en Martinique. D'abord, que fait-il en Martinique? C'est pas sa place. C'est pas sa place, il n'a rien à faire en Martinique. Cet homme aurait dû être placé dans l'Hexagone si on voulait le maintenir dans l'Hexagone. Le Maroc a demandé son extradition, jugeant qu'il est un homme extrêmement dangereux. Et en Martinique, il n'était que sous surveillance minimale. La question, c'est comment on peut exposer des populations civiles à ce point-là. Comment on peut, et pour quelles raisons a-t-on placé cet homme-là en Martinique? L'autre question qui vient naturellement, c'est combien de djihadistes aujourd'hui présumés sont dans les Outre-mer, sont placés dans les Outre-mer. Est-ce que le gouvernement a conscience de la responsabilité qu'il prend? Parce qu'aujourd'hui, l'Outre-mer vit des moments difficiles, économiques, mais des moments aussi en termes de délinquance qui, aujourd'hui, n'a pas de réponse ni policière ni pénale en raison du manque d'effectifs. Comment on peut aller mettre des gens qui vont mobiliser des hommes de police, des forces de l'ordre, comment on peut aller le placer là-bas? Nous lui demandons donc des comptes, nous attendons des réponses concrètes. Nous ne voulons pas que la Martinique et l'Outre-mer deviennent, comme à l'époque du bagne de Cayenne, un dépotoir dans lequel on va mettre tous les indésirables de l'Hexagone, un dépotoir dans lequel les hommes dangereux iront, et c'est sans le bagne. C'est-à-dire ils vont pouvoir se promener sur des territoires en toute liberté. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc le ministre a à répondre à nos questions. Quelques mots de social. Depuis vendredi, les employés de l'entreprise Biométal à la Jola à Lamentin ont cessé le travail à l'appel de la CGTG et de l'UGTG. Les salariés de cette usine de production de matériaux métalliques destinés au BTP sont mobilisés pour dénoncer le licenciement programmé de 8 d'entre eux. Reportage Muriel Barlagne. Après une énième réunion qui s'est tenue jeudi dernier avec la direction, les salariés de la société Biométal affiliés à la CGTG et à l'UGTG ont décidé d'entrer en grève. Ils dénoncent le plan de restructuration annoncé dès le 17 mars dernier. L'entreprise qui fabrique des matériaux métalliques destinés au secteur du BTP serait en perte de vitesse. Il lui faudrait licencier 8 salariés pour faire face aux difficultés, ce que refusent les syndicats. Le problème il est double. Il est pour les 8 personnes qui partent et pour ceux qui restent. C'est-à-dire que les gens qui vont rester seront encore en plus mauvaise posture que les gens qui partent. Parce qu'il y aura les problèmes sociaux, on vous demande de faire plus, vous êtes fatigué, donc voilà. Donc nous on dit nous en licenciement. En vue de l'expertise que nous faisons là, et les experts démontrent qu'ils reposent aussi laurier à eux, et ils laissent pied à eux sabot là, et la concurrence manger les parts de marché. Aujourd'hui, c'est là, ça y a prévoir, c'est l'argent à eux, licencier 8 salariés, pour les marges à eux, bénéfices à eux, mais en déprimant des salariés. Et ça n'est pas tolérable. La CGTG et l'UGTG seraient favorables à des départs volontaires. Mais il reste à négocier les conditions dans lesquelles ces derniers seraient mis en place. Pour l'instant, les propositions faites par la direction ne les ont pas convaincus. Ils proposent des chiffres qui ne sont pas intéressants à l'heure du marché d'emploi, le CSP, tout comme ça, mais
avec une indemnité qui ne permet pas de tenir une année. Donc c'est pas possible. Une nouvelle rencontre était prévue hier matin avec le directeur Henri Lacazette. Elle s'est une fois de plus soldée par un échec. En attendant le prochain rendez-vous fixé mercredi, la grève continue. Et l'on termine tout en légèreté cette édition avec un accessoire très prisé durant les grandes vacances. Il s'agit du maillot de bain. Cécile Allègre et Muriel Barlagne sont allés se renseigner sur la tendance cette année. Et visiblement, c'est l'originalité qui séduit. Reportage. Pour être à la mode en maillot de bain, il faudra trouver un modèle unique pour ses vacances. Terminer les maillots fabriqués en série et ceux des grandes enseignes. L'originalité est devenue la tendance. Le mélange des couleurs et surtout des matières personnalise chaque modèle. Entre le coton, le lycra et le souplex, les choix sont de plus en plus nombreux. Pour la forme, il faudra faire rimer morphologie et personnalité. Souvent, les gens composent leur bikini. Donc c'est en fonction de sa personnalité, si on veut quelque chose de plus flashy, de plus discret, tout dépend. C'est en fonction de la personne, de sa morphologie. Il y a des clientes qui aiment bien les bikinis très échancrés, il y en a d'autres qui aiment les bikinis un peu moins échancrés. Donc tout dépend vraiment, il n'y a pas une forme précise, la personnalité et la morphologie. Pour être encore plus original, les clientes redoublent d'ingéniosité. Chapeaux, sandales ou tongs viennent agrémenter le maillot de bain, mais pas seulement. En général, je constatais beaucoup de voiles, de tuiles, c'est ce qu'est la mode. En général, quand c'est pour au bord d'une piscine, c'est une petite soirée, c'est une journée, elles aiment bien avoir une tunique transparente ou en dentelle. Dans cette boutique, un autre accessoire a le vent en poupe, le collier en néoprène. Il permet d'apporter une touche de couleur et surtout de personnaliser encore sa tenue. Le néoprène, est-ce que vous voyez la tenue des gens qui font la pêche sous-marine ? Donc c'est un collier qu'on peut rentrer dans l'eau avec, ça ne va pas bouger. Ce sont des colliers très longs et que les aiment bien mettre sur un bikini. À Pointe-à-Pitre, il semble que le maillot de bain brésilien truste les ventes. Au moins 3 enseignes ont misé sur cet argument. Certains ont même choisi de travailler avec leurs propres stylistes et modélistes pour offrir des produits de qualité qui sortent de l'ordinaire. De quoi briller de 1000 feux et éblouir vos amis lors de vos soirées. Un point sur la météo pour aujourd'hui. Le beau temps se confirme, le soleil sera présent, donc vous pourrez porter votre maillot de bain sur l'ensemble des communes de l'archipel durant cet après-midi. La qualité de l'air demeure moyenne, voire médiocre, avec un indice Atmo de 6 annoncé pour aujourd'hui. Dans un instant, d'autres infos nationales et internationales. Je vous souhaite bon appétit, passez une bonne journée sur Alizé Télévision. On se retrouve ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.